Bonsoir à tous, merci de rester avec nous, de nous rester fidèles sur Canal Algérie. On se retrouve pour une émission spéciale, une sorte de débrief suite à la diffusion de ce documentaire. Vous venez de le suivre donc, il s'agit de révélations fracassantes livrées aujourd'hui par ce jeune Algérien Mohamed Amin Aissaoui au fil de son témoignage. On en a su davantage sur ce plan macabre fomenté par la DGSE visant à déstabiliser l'Algérie. Un complot qui a finalement été déjoué par les services de sécurité algériens. Encore une fois, les services secrets français sont à la manœuvre lorsqu'il s'agit de l'Algérie. Des informations d'une extrême gravité qui démontrent le poids de la menace qui pèse sur notre pays, l'Algérie, mais aussi le côté hostile, la haine de certains cercles en France, prêt à tout pour nuire gravement à l'Algérie. Nous allons donc en débattre ce soir avec nos invités. Brahim Takharoub, directeur du quotidien Al-Moudjahid, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Kamal Mansari est également avec nous sur le plateau, directeur du Jeune Indépendant. Bonsoir Kamal. Bonsoir. Et depuis Paris est avec nous Gamal Abina, analyste politique. Bonsoir Gamal, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, on ouvre le débat suite à la diffusion donc de ce documentaire, mais aussi au moment où les autorités algériennes réagissent. C'est la presse algérienne qui a justement relayé l'information. L'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. L'Algérie a exprimé aux diplomates sa ferme réprobation face à ces provocations. Brahim Takharoub, il s'agit bel et bien d'un acte hostile et l'Algérie ne peut pas laisser passer de telles manœuvres. Bonsoir, merci encore une fois pour l'invitation. Bien évidemment, c'est un acte hostile, c'est un acte qui ne doit pas rester comme ça. L'Algérie a réagi, a convoqué l'ambassadeur français à Alger. Mais si vous permettez, ce que je constate, c'est que c'est un très grand point d'interrogation. Bon, nous, moi aussi, Kamal, on est journaliste, donc on n'a pas de réserve diplomatique ni... donc on peut nous permettre de nous poser des questions directes. La question que je me pose, pourquoi maintenant et pourquoi la DGSE a mené cette opération? C'est bizarre parce que les deux pays étaient dans une dynamique de rapprochement. Oui. D'après, on sait ce qui s'est passé. L'extrême droite française et les lobbies qui sont toujours manifestés à chaque fois qu'il y a un rapprochement entre les deux pays. Donc il y a cette façon de torpiller tout rapprochement. Ça remonte à très loin d'ailleurs. Rappelons-nous le traité d'amitié avec Chirac. Oui. Ça allait, ça marchait. Et puis voilà, quand on voit la France, l'Assemblée française qui vote une loi glorifiant le colonialisme, la présence coloniale. Donc c'est eux à chaque fois qui torpillent toute initiative, toute démarche de rapprochement. Donc cette fois-ci encore, c'est une façon de torpiller ce rapprochement. C'est une suite d'événements, des torpilles. Oui. Je me pose la question alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur même de la DGSE? Est-ce qu'il y a des questionnements? On peut se poser des questionnements. Est-ce qu'au sein même de la DGSE, c'est une question de journalistes, il n'y a pas une partie, une frange de cette extrême droite, de ces lobbies qui torpille cette démarche, parce que ce n'est pas normal qu'ils mènent une telle opération. Oui. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, nous saluons la vigilance de nos services de renseignement qui ont déjoué ce complot. Voilà. Très bien, donc voilà toutes ces questions que vous venez donc de poser, nous allons tenter d'y répondre. Kamal Mansari, soulignons que c'est le quotidien Al-Moudjahid que vous représentez, Brahim Takharoub, qui a révélé la convocation de l'ambassadeur de France à Alger. Le ministère des Affaires étrangères a été clair, vous le dites, l'Algérie ne restera pas passive face à ce que l'Algérie qualifie de tentative d'ingérence, d'attaque visant sa souveraineté. Kamal Mansari, on est clairement face à des tentatives d'ingérence dans ce cas de figure. Plus que ça, donc l'ingérence peut être politique comme elle peut être sécuritaire, comme elle peut prendre plusieurs formes. Mais là, nous sommes vers quelque chose qui dépasse justement l'aspect politique. Pourquoi?
Généralement, donc, lorsque les États ont de bonnes relations et qu'il y a un dossier sensible comme celui du terrorisme, il y a ce qu'on appelle une coopération dans le domaine terroriste qui est dictée par les résolutions internationales, notamment la résolution 2254 des Nations Unies. Donc elle impose à tous les pays de coopérer dans le domaine sécuritaire. Donc il y a un échange d'informations, il n'y a pas de travail parallèle qui vise à justement viser un pays dans sa souveraineté ou dans sa sécurité. Donc il y a une première entorse qui est enregistrée dans ce dossier. D'abord, on sait pertinemment que depuis 2014, il y a beaucoup de résolutions qui incitent, qui obligent l'État d'obéir et de se conformer à ces résolutions lorsqu'il s'agit du terrorisme, que ce soit au Sahel, que ce soit dans n'importe quel pays, parce qu'il y a déjà une couverture légale. Donc là, nous sommes dans une situation de trahison. Donc si l'État qui est censé coopérer avec l'Algérie dans le domaine sécuritaire, y compris en Algérie, lorsque vous avez des informations, et c'est ça l'Algérie qui a toujours demandé, à ce qu'il y ait un échange d'informations. L'Algérie n'a jamais été avare en information lorsqu'il s'agissait justement de cibler ou d'identifier des terroristes, que ce soit en Algérie, en France ou partout. Donc il y a cette coopération qui est vraiment rompue. Donc quand on a une rupture de la sorte, l'État ne devient plus fiable, ne devient plus crédible, il est suspect. Donc l'État français, donc je ne vais pas dire l'État français, mais les services de renseignement français sont devenus suspects. On ne peut plus leur faire confiance. Donc on voit une situation pareille. D'abord, il faut toujours rappeler que les rapprochements ou les accointances ou les liens entre les mouvances islamistes et les services de renseignement français sont avérés. Il y a beaucoup de publications, beaucoup de livres qui ont été écrits sur la question qui démontrent que les services français ont toujours agi, ont toujours manipulé les groupes terroristes et les terroristes pour des desseins, que ce soit au Sahel, en Algérie ou ailleurs. Et l'histoire entre l'Algérie et la France dans le domaine de l'espionnage et dans le domaine remonte aux années 60. Nous avons eu beaucoup d'épisodes où de Français qui ont justement essayé de déstabiliser l'Algérie. Et je rappelle, puisque Brahim travaille au Moudjahid, le premier attentat à la bombe qui a visé le journal Moudjahid dans les années 70 est justement l'œuvre des services secrets français. Donc c'est une histoire ancienne. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu certainement, comme l'a rappelé Brahim, des moments où les relations étaient apaisées, qu'il y avait coopération. Mais là, on assiste vraiment à une sorte de dérapage grave. Lorsqu'on essaie par des moyens, en plus des moyens qui sont vraiment identifiables et détectables, d'aller vers le recrutement de gens qui, demain, peuvent se retourner contre vous. S'ils ne retournent pas contre vous, ils sont forcément rattrapés par nos services. Et à ce moment-là, dans quelle situation se trouvent les services de renseignement français? Donc nous avons affaire, non pas à des services simplement, mais à un État profond qui a cette stratégie d'aller faire de l'islamisme ou faire des mouvements islamistes un créneau pour déstabiliser les États. Nous allons développer sur ce sujet-là, notamment sur ce qui s'est passé en Europe, en France et en Syrie en matière de recrutement des djihadistes, comme ils les appellent en France, pour justement déstabiliser la région du Sahel, y compris l'Algérie. Vous parlez justement de l'État profond en France. Nous allons justement parler aussi de cette question du timing. Vous l'avez dit, cette question mérite amplement d'être posée. Mais avant, moi, j'aimerais m'intéresser au témoignage de ce jeune qui s'est exprimé dans le documentaire. Il a évoqué ses liens avec des groupes terroristes, les contacts qu'il a eus à Alger. Ce n'est pas la première fois que la France, vous l'avez dit d'ailleurs, use de ce genre de stratagème, Gamal Abina. Oui, tout à fait. Vous savez, depuis les accords d'Évian, on a le sentiment qu'en Algérie, il y a des accords déviants. C'est-à-dire qu'on dévie les accords qui ont été faits entre la France et l'Algérie au sens de la déviance. C'est-à-dire qu'effectivement, la France, il ne faut jamais le perdre de vue, c'est toujours un postulat qu'on doit mettre en avant, a 200 ans de défaite militaire derrière elle. Depuis Napoléon jusqu'à l'Algérie, en passant par Dien Bien Phu et puis en passant par les guerres les 4 guerres en vérité qui ont opposé la France à l'Allemagne ou à la Prusse, c'est une succession de défaites. Et donc cette défaite algérienne est une défaite qui ne passe pas. On dit beaucoup que l'histoire qui ne passe pas, ça en fait partie. Alors quand vous me dites effectivement, est-ce que c'est les coups tordus qu'ils ont déjà fait? Bon, on se rappelle du Katanga, on se rappelle de l'assassinat de Lumumba, on se rappelle des interventions de Bob Denard, qui travaillait pour la France et qui va déstabiliser du côté des Comores. On se rappelle évidemment de Kadhafi plus récemment, et de l'appui apporté à Belhaj en Libye des courants islamistes. On se rappelle des paroles de Fabius qui disait que Jabhat al-Nusra
en Syrie se débrouillait bien, faisait du bon boulot, c'est son terme exact. Et on sait qu'effectivement, pour déstabiliser un pays, on fait appel à des milices, on fait appel à des courants radicaux, à des séparatistes. Ça, c'est un grand classique. Il n'y a rien de nouveau à bord. Par contre, là, en termes calendaires, et ça a été souligné sur le plateau à l'instant, effectivement, on a le sentiment qu'il n'y a pas une France et un État, mais un État avec un État sous-jacent profond, comme on l'appelle, le deep state. Et cet État, c'est quoi? C'est les services de renseignement qui ne sont pas à leur premier coup d'essai. On se souvient de l'affaire Amira Bouraoui, qui devient française de façon très opportune. Vous remarquerez que la France, elle vous met une étiquette française immédiatement quand ça les arrange, quand c'est quelqu'un qui est anti-algérien, tout simplement. Quand il a des propos déviants, quand il va attaquer le pays. Bouraoui, Sansal, Daoud, et j'en passe, et des meilleurs, en passant par Mohamed Sefaoui. Mais là, on voit bien qu'il y a une intention directe. Parce qu'il y a à la fois un rapprochement de Macron avec M. Tebboune, effectivement, on l'avait observé, Macron a fait beaucoup d'efforts, même si ça reste très symbolique. Et de l'autre côté, des gens qui vont savonner, comme on dit, la planche. On prend l'exemple, ça a été dit tout à l'heure sur le plateau, de 2005. Jacques Chirac était un ami d'Algérie, indiscutablement. Il a fait sa guerre en Algérie, mais à l'ouest. Ça s'est bien passé pour lui. Il n'y a pas cette haine qui est restée chez beaucoup d'idéologues français d'extrême droite ou de droite d'ailleurs, parce que la droite n'est pas en reste. Eh bien, Jacques Chirac propose une paix avec l'Algérie. Et au moment où cette paix commence à se mettre en place, avec des reconnaissances tous azimuts, Chirac a eu le courage de reconnaître le Veldiv quand même en 1995, eh bien, le Parlement, qui fait un truc délirant, propose de faire une loi sur les bienfaits du colonialisme. C'est-à-dire qu'ils vont légiférer pour expliquer qu'un crime contre l'humanité, un crime de guerre et des massacres de masse aurait des bienfaits. Et nous, alors j'ai connu le fils de Ali Boumengel, Sami, qui était un ami, et nous avions écrit un texte en commun qui était un texte destiné à dégeler la relation en 2014, au cours duquel on expliquait qu'il faudrait que la France demande pardon pour ses crimes, oui. Et surtout, il faudrait reconnaître les méfaits du colonialisme, parce que c'était un contrario de cela. Et bien, quand le Parlement français, qui était majoritairement à droite, va voter contre Jacques Chirac et sa volonté de rapprochement, il savonne la planche. Le second aspect, il ne faut pas le perdre de vue, c'est l'affaire Bouraoui, mais pas seulement. Les barbouzes français sont toujours à la manœuvre, la DGSE fait son travail, parce que c'est un service qui n'est pas forcément dépendant de l'exécutif et qui fait un peu ce qu'elle veut, comme d'ailleurs c'était le cas aux États-Unis avec Hoover, il n'était pas forcément dépendant de Kennedy à l'époque. Eh bien, ils font des coups dans le dos, des coups tordus, comme on dit. Et malheureusement, il n'est pas exclu, je ne dis pas que c'est le cas, mais il n'est pas exclu, effectivement, au regard d'une atmosphère plutôt délétère aujourd'hui, que ces services soient à la manœuvre. Souvenons-nous aussi encore récemment, je veux dire l'affaire Bouraoui, je suis certain que Macron n'était pas au courant. Sauf que l'affaire Bouraoui arrive au moment où l'Algérie se rapproche de la France, et vice-versa. Donc c'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions. À qui profite le crime? Oui. Quelle est l'intention derrière? Quel est le sous-jacent? Pourquoi est-ce que ces ministres des Affaires étrangères, qui sont de parfaits incompétents, je ne parle pas du précédent séjourné, mais Jean-Noël Barrot qui va nous sortir, il nous fait une sortie délirante sans avoir le dossier en main, oui. Pourquoi ces gens sont toujours en train de jeter de l'huile sur le feu dans une relation qui aurait pu s'apaiser, sachant qu'il y a 6 millions d'Algériens, franco-algériens en France, donc un plus pour l'Algérie et pour la France, et surtout sachant que au bout de 62 ans, il serait peut-être enfin temps que l'Algérie regarde, que la France regarde son passé criminel en face et demande pardon. Alors on parle justement, Brahim Takharout, de l'État profond, mais dans le documentaire, on évoque le rôle qu'ont joué des associations connues qui travaillent, par exemple l'association Artemis. Il y a tout de même des acteurs qui veulent de ce désaccord entre Alger et Paris. Oui, l'association Artemis, mais ça c'est dans, si vous voulez, dans la pratique quotidienne des services de renseignement, il faut toujours un paravent, il faut toujours une couverture, que ce soit une association ou si ce n'est pas la fausse identité, on prend, si vous voulez, le paravent d'une association. Mais moi je veux rebondir sur ce qu'a dit M. Abina et mon ami Kemal, c'est qu'effectivement, on savonne la planche à chaque fois. Et il a bien souligné le questionnement, oui. Que je repose encore une fois à qui profite le crime, parce que le problème, la question terroriste dans le service de renseignement, la France sait très bien à qui elle a affaire. C'est les services de renseignement algériens. Il faut le dire avec fierté, on est le seul pays au monde à avoir combattu et vaincu le terrorisme. Oui. Donc nous en connaissons un gros chapitre dans ce domaine. Donc pourquoi les services de renseignement français, comme l'a souligné si bien Kamal,
ils n'ont pas procédé de la manière la plus logique, qui c'est la coopération entre les deux services de renseignement, comme ça a toujours été le cas. Les services de renseignement algériens ont une tradition aussi bien dans la lutte que dans la coopération. Ils ont bien coopéré avec la CIA. Ils ont dû coopérer avec la DGSE. Il y a eu des attentats en France où il y a un échange d'informations. Là, c'est le grand questionnement. Qui, effectivement, savonne la planche? Donc, il y existe peut-être des acteurs, des personnes au sein de la DGSE qui ne veulent pas de ce rapprochement entre Alger et Paris, Kamal Mansari? Au-delà du rapprochement, oui. C'est-à-dire, le rapprochement peut devenir une sorte de dommage collatéral. Donc, on a vu comment l'état-major français et les services de renseignement, ils ont eu vraiment des frictions et des désaccords en Mali. Parce que ce qui était militaire en Mali, c'est-à-dire l'opération Serval et Barkhane, était potentiellement militaire et sécuritaire. Mais en même temps, les services de renseignement français jouaient, c'est-à-dire leur faisaient, comme on dit, un enfant dans le dos, en payant des rançons aux terroristes. Donc les services de renseignement français nourrissaient le terrorisme. Et ça, c'est pas simplement une déclaration farfelue, donc c'est un témoignage de hauts responsables, notamment l'ambassadrice, l'ancienne ambassadrice américaine au Mali, Anne McCulley, qui avait accusé les Français d'avoir payé 17 millions d'euros au groupe terroriste dans d'une période de 2013 à 2018. Donc il y a cette volonté de maintenir le terrorisme, et ça c'est un travail de renseignement. Rappelons-nous Abdelrazak El-Para. Abdelrazak El-Para qui était un double agent. Donc il y a eu beaucoup d'écrits sur ça, où on disait que lui, c'est vrai qu'il était de mère française, mais le fait que Abdelrazak El-Para n'a jamais été en confrontation avec les intérêts français. Donc les Français ont voulu le récupérer du Tchad lorsqu'il était détenu par le mouvement de justice et de liberté du Tchad. Et finalement, il a été récupéré par les Algériens parce que c'était un élément important. C'est presque une caisse à trésor, une boîte à trésor. Oui. C'est le même cas pour, rappelons-nous, Khaled Kelkal qui a été assassiné. Il a été exécuté en 1996. On lui a imputé tous les attentats qui ont eu lieu en 1995 en France, juillet, l'attentat de la cathédrale, le métro de la cathédrale, puis il y a eu 3 attentats qui lui ont été attribués, alors qu'il était seul, et on avait découvert plus tard qu'il était en contact avec les services de renseignement français. C'est pour cela qu'il a été exécuté, parce que c'était un témoin gênant. Donc il y a ce double jeu. D'un côté, on fait croire qu'on coopère, qu'on combat le terrorisme, oui. Mais il y a de l'autre côté, c'est à l'arrière-plan, des gens, enfin le service de renseignement français, on ne peut pas savoir à qui il obéit. Donc ça peut obéir à des puissances. Tous les services de renseignement ne sont pas indépendants. Donc et c'est ce qui est étonnant, c'est que dans un conflit comme par exemple la lutte contre le terrorisme, où la solidarité doit être de mise, doit être la règle générale pour les pays qui en souffrent, non l'Algérie. Oui. La France, elle prétend avoir souffert du terrorisme, mais rappelons-nous ce qui s'est passé en 2014. Lorsque Laurent Fabius avait qualifié les djihadistes ou bien les terroristes qui étaient envoyés, il les a qualifiés de combattants de la liberté. Même sur le plan de la rhétorique, il y a une entorse au moral, éthique. Donc il y a eu 5000 terroristes qui ont été formés en mars 2014 en Jordanie et en Turquie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt l'ancien chef de la diplomatie américaine, ce qu'il le disait. Laurent Fabius le disait. À l'époque, il disait que nous avons formé, parce qu'il considérait que c'était de cette façon-là qu'on allait faire tomber le régime d'Assad. Et il est tombé justement de cette façon. Donc on voit aujourd'hui, donc la tactique était quoi? Et pour former ces gens-là, ce n'est pas un travail de gouvernants, de civils, ce sont des services de renseignement qui recrutent et qui proposent. Et on rappelle encore une fois le scandale qui a eu lieu en janvier 2015, lorsque des terroristes qui sont revenus de rechercher en France. Il y avait une liste de 7 personnes qui sont revenues en France normalement. Et lorsque la presse a crié au scandale, on avait accusé, on avait dit que les ordinateurs à Marseille étaient tombés en panne. Donc on ne pouvait pas les identifier. Donc il y a un double jeu, il y a un double langage, toute une situation qui est créée justement pour favoriser justement cette opacité et en même temps à manipuler. Donc la manipulation du terrorisme, la France en fait école.
Elle ne peut pas aujourd'hui nier, si elle a recruté le jeune Amin, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'expérience, elle le fait. Oui. Et aujourd'hui, c'est qu'il le maintient dans la région, parce qu'il faut justement déstabiliser non seulement l'Algérie, déstabiliser d'autres pays pour justement justifier demain la lutte antiterroriste. Et quand il y a le terrorisme, vous imposez quoi? Vous imposez des résolutions et vous imposez par élimination l'ingérence. Alors, au-delà de la coopération, l'acte hostile est là. Il y a une réelle volonté de nuire à l'Algérie, Brahim Takharoubt. Bien évidemment, c'est une évidence. Quand on entend tout ce que vient de dire Kamal Mansari. Ce que je veux rappeler aussi, c'est que l'Algérie fait partie de la politique intérieure française. Donc, et la DGSE n'a jamais baissé de vigilance quant à l'Algérie. Rappelons-nous, pas tous, mais l'écrasante majorité des ambassadeurs qui sont envoyés en Algérie, leur pédigré, c'est beaucoup plus un aspect sécuritaire. Rappelons-nous Bernard Bajoulet, ambassadeur qui a fini directeur général de la DGSE. Bernard Imier, ambassadeur qui a fini directeur général de la DGSE. Donc, il y a toujours cette présence claire, nette et précise. Xavier Driancourt qui crée un cercle algérianiste aussi. Oui, l'Algérie, c'est un peu une très belle promotion. Et pour revenir à cet ambassadeur, c'est incroyable. C'est lui qui, en 2012, proposait, vous venez de me rappeler, en 2012, il proposait, il a fait une grande trouvaille et à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il fait comme proposition, comme trouvaille? Il a chanté sur les plateaux de télévision en disant que voilà, pour les Français nés avant 1962, l'Algérie doit leur accorder une entrée en Algérie sans visa, doit supprimer définitivement le visa. Vous voyez, mais il n'a jamais dit que pour les Algériens nés avant 62 doivent rentrer en France sans visa. Ça, vous voyez un peu l'esprit néocolonialiste qui est présent pour lui, qui d'ailleurs, il a trouvé une boutique très rentable, c'est l'Algérie. À chaque fois, il faut faire du bashing, s'attaquer à l'Algérie. Apparemment, ça lui rapporte sur le plan politique et ça lui permet de s'intégrer dans les milieux extrémistes. Donc pour cet ambassadeur, il a fait pire que le travail de la DGSE. C'est pire, c'est un travail de sape. Pour revenir à la DGSE, je pense que quand je vois la déclaration, la réaction des autorités françaises en disant que c'est de la paranoïa, mais c'est pas du tout de la paranoïa. J'allais même dire, on va faire une concession en disant qu'il n'est pas interdit de faire de l'espionnage, mais il est interdit de se faire attraper. Ils se sont fait attraper, qu'ils fassent leur mea culpa, sauf que la DGSE ne revendique pas ces actions, ne les revendique jamais. Donc cet aspect de ne pas baisser de garde, de toujours d'être présent en Algérie, il n'a jamais cessé. La DGSE est toujours présente. Et là, je pense que plutôt nous devons célébrer, nous devons fêter, entre guillemets, plutôt l'action, la vigilance de nos services de sécurité. Moi, je pense que c'est une victoire qu'il faut fêter, qu'il faut saluer, parce que nos services de renseignement, c'est aussi des Algériens, des jeunes, des gens qui travaillent. Je pense qu'au lieu de se placer dans une position de victime, moi je pense qu'il faut se placer plutôt du côté de nous avons triomphé, nous avons gagné une bataille, il faut saluer, il faut fêter cette victoire. Alors Kamal Mansari, si vous permettez, on va donner la parole à M. Gamal Abina. La DGSE, on l'a dit, est toujours à la manœuvre et les autorités françaises ont réagi. Gamal Abina, comment vous percevez cette réaction des autorités françaises qui parlent d'actes infondés, de complotisme? Bon, le complotisme, c'est la meilleure façon de disqualifier son adversaire. Il y a toujours des complots, ça existe, c'est pas une surprise. Le rapport du complot, c'est le faible contre le fort. Là, en l'occurrence, les rapports de force ne sont pas forcément favorables aux Français, qui sont en perte de vitesse dans le Sahel, qui sont en perte de vitesse au Moyen-Orient, qui ont perdu toute leur superbe sur la francophonie, où beaucoup de pays de la francophonie rejoignent le Commonwealth. Donc, c'est une plaisanterie. Je rappelle, juste comme ça, les années 80, la France terroriste. Il faut le rappeler, parce que Mitterrand était un grand terroriste. C'est quand même les faux épouturanges, c'est les Rainbow Warriors, avec un acte de terrorisme où on va faire exploser un navire pacifiste, quand même, il faut le
rappeler. Il faut se souvenir aussi des coups en Irak, ça n'est pas arrêté, en Libye. Ça, c'est une façon de se défausser, de faire croire que ce serait de gentils chérubins qui n'ont rien à se reprocher, ce qui est totalement faux. Effectivement, les manœuvres grossières, on se souvient par exemple de quelqu'un où on l'a dit, qui est ce fameux terroriste de 95, à qui on attribue l'attentat de Saint-Michel, qu'il aurait opéré tout seul, comme si une telle action violente pouvait être menée par un individu isolé. Ça n'existe pas. Il se trouve que depuis les années 2000, il n'y a plus d'Algériens dans ce genre d'action violente, tant mieux, ça veut dire que le pays s'est assagi et que tous ces enfants ont compris qu'il ne fallait pas être dans la dérive, mais n'oublions jamais une chose. Ceux qui a construit cette monstruosité qu'on appelle le saoudisme, j'appelle ça le saoudisme, qui est le wahhabisme, c'est les Américains. Donc c'est eux qui ont créé les fondements pour détruire le monde arabo-musulman et pour détruire les États jacobins, entre guillemets. Et aujourd'hui, ils font semblant de ne pas comprendre qu'ils sont à la manœuvre. En Libye, tous ces djihadistes qui ont débarqué ne viennent pas de nulle part. C'est des produits. Les Libyens étaient des nationalistes arabes. Hein. Du jour au lendemain, ça devient des djihadistes, de frères musulmans, je ne sais pas quoi, de n'importe quelle obédience. Et donc les Français sont toujours à la manœuvre, parce qu'il faut toujours utiliser les faiblesses de l'adversaire, et ils le savent très bien. C'est des ethnologues, c'est des sociologues, ils savent qu'est-ce qui peut être atomisé dans une société. Et je prends le premier acte hostile de la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est Mitterrand, avec son ami Benet, qui vont créer l'Académie berbère, avec un Algérien qui est en rupture avec le gouvernement algérien, qui fuit en France. Et on va créer une académie berbère pour créer un hiatus, pour créer une division culturelle entre Algériens, alors qu'on est tous Algériens et que ce n'est pas négociable, et que la culture berbère est une belle culture algérienne aussi. Eh bien, on va essayer de créer des divisions artificielles en créant un alphabet, alors que c'est des idéogrammes, en créant une division ethnique, alors que c'est le même peuple. Ça, c'est une manœuvre grossière. Après, on a joué la carte du religieux qui vient de Moyen-Orient. C'est pas religieux algérien qu'on avait, puisqu'on est malikite. Et ensuite, on a créé la carte, effectivement, la division culturelle, financière. Effectivement, l'Algérie était fragilisée après le contre-choc du 86. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Pourquoi? Je le rappelle, parce que quand on perd l'Afrique à cause de l'Algérie, on l'a mauvaise. Donc c'est vrai que les services de renseignement intérieurs des GSI ou extérieurs des GSE travaillent ensemble, indépendamment de l'exécutif, ils font leur boulot et ils font un travail de sape sur le long terme dans le but effectivement d'avoir un moyen de levier de pression, parce que c'est là où ça devient intéressant. Regardez la pâte à tartiner allemorgène. Ça, c'est quand même un acte hostile. Elle n'est pas un acte de guerre, c'est juste un commerce qui fonctionne, les gens la voulaient, la France a fait barrage. Voilà, ce genre de coup bas. Quel intérêt de faire un truc pareil alors qu'on achète les produits par Gamal Abina, très bien, donc le message est passé, on l'a compris. Donc la DGSE, quand elle opère, elle choisit ses proies, Kamal Mansari. Oui, sur le plan passoire, il faut toujours des personnes fragiles et vulnérables. Oui. Qui... C'est une personne qui a eu un parcours assez difficile. Oui, bien sûr, il est toujours vulnérable et fragile, donc facilement manipulable. Il y a ceux qui ne le sont pas, ils sont manipulables sur le plan religieux. Donc il y a un battage, il y a un battage religieux. Donc le discours religieux, ça prend. Donc les services de l'enseignement français sont expérimentés, ils ont des experts qui savent s'incruster dans la brèche religieuse. Donc c'est pour cela qu'on voit... On voit depuis, je rappelle aussi qu'il n'y avait pas eu que quelqu'un, puis après il y a eu Mohamed Merah, donc l'histoire Mohamed Merah, donc cette histoire-là aussi reste louche, reste floue dans la façon dont il a été recruté, dans la façon dont il a commis les attentats entre guillemets. Donc, et encore une fois, on trouve une carte d'identité comme ça. Donc c'est comme ce qui s'est passé pour le 11 septembre. Tous les deux tours tombent et on trouve un passeport intact, vous voyez. Donc la manipulation, elle existe. Okay. C'est justement sur ce registre-là, on recrute là où on peut recruter, c'est-à-dire des personnes vulnérables qui ont besoin de... Et puis, c'est pas simplement la misère. La misère ne justifie rien. Attention, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et qui ne le feront jamais. Donc il y a cette aptitude. Mais là, on voit que le type, il a pris conscience du danger, il s'est retourné, il travaille avec les services de renseignement algériens. Oui, donc il est devenu plutôt, même s'il a joué l'agent double, toujours est-il qu'il a été récupéré par les services et ils l'ont laissé travailler pour justement aboutir à davantage d'informations. Mais le plus important dans cela, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur de l'Algérie. C'est que ce travail-là est destiné justement pour déstabiliser l'Algérie. Sur quel point? Là, on voit un pays qui est juste le seul qui a des positions stratégiques, qui a des positions diplomatiques précises, qui a des principes diplomatiques pour soutenir les causes, et en même temps, il dérange par ses positions. Quand je dis il dérange par ses positions, ce n'est pas farfelu, attention, parce que les débats qui se produisent au niveau des Nations Unies, au Conseil de sécurité, gênent beaucoup de monde. Gênent beaucoup de monde. Donc il faudrait que pour faire taire ce pays, qui est anti-israélien, qui est anti-sioniste, le lobby sioniste en France est très fort,
les associations de ce qu'on appelle les NGO, les ONG, sont énormes, sont des passerelles financières pour attirer les gens, Artemis et d'autres. On voit ce qu'a fait George Soros dans le monde. Il l'a fait en Ukraine, le coup d'État en Ukraine en 2014. Ce sont ces méthodes-là qui font que on arrive à déstabiliser. Même si on ne déstabilise pas le pays, mais au moins on le met dans une situation de troubles. On crée des troubles un peu par ça. C'est ça le but. Ce n'est pas. Il y a des objectifs qui vont avec le temps. On commence par des petits troubles, des manifestations, peut-être des contestations sur les réseaux sociaux, et ça accentue. C'est le cas de la Libye, c'est le cas de la Syrie pendant des années, c'est le cas de la Tunisie, c'est le cas. Donc, on va poser la question. Déstabiliser des pays, c'est cela les méthodes. Il n'y a pas d'autres. On les connaît aujourd'hui. Brahim Takharoub, est-ce que vous pensez que le fait que l'Algérie adopte des positions, c'est ce qui dérange certaines parties, certains pays, tels que la France, ou c'est dû à un contexte de tension entre les deux pays? Bon, c'est un tout. C'est un tout, parce que l'Algérie, c'est un peu l'îlot de stabilité dans la région. Oui. Ensuite, effectivement, par ses positions, elle dérange effectivement tout un courant mondial qui oserait dire non à l'hyperpuissance américaine. C'est l'Algérie qui a dit non, notamment dans le dossier palestinien sur Gaza. L'Algérie a dit non hautement devant le monde entier. Donc c'est un tout. Et puis même cette opération de déstabilisation, ce n'est pas uniquement cette opération à Alger, c'est aussi, là aussi, c'est un pas complet. On reprend par exemple, à titre d'exemple, le dernier éditorial du journal Le Point. Il y a quelques jours, ils essayaient... Hier. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Ils essayaient de faire le lien direct entre ce qui se passe en Syrie et l'Algérie. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on essaye de mener une opération ici à Alger, plus accompagné d'un bashing médiatique et de faire la comparaison entre ce qui se passe en Syrie et l'Algérie. Là, c'est de l'ingérence, c'est du mépris envers un État, envers son peuple, envers sa souveraineté. On voit que l'opération de déstabilisation n'est pas uniquement au niveau des services de sécurité, c'est les médias, c'est les services de renseignement, et j'en passe, parce qu'effectivement, l'Algérie dérange des intérêts qui... Non, dans le scénario de Le Point, dans le scénario, on prévoit qu'il y aurait le même scénario qui attend l'Algérie. Ce qui s'est produit avec Assad va se produire en Algérie. C'est pour ça qu'ils ont fait le parallèle avec le Hirak. Oui, il fallait trouver l'étincelle. L'étincelle qui va donc c'est un édito qui a été, donc, on peut le dire, préparé. Il est très venant. Sur le plan de la structure de des arguments, c'est vraiment léger. Donc c'est pas... Il y a l'éditorialiste confond prise de position de principe et dimension stratégique. Il pense que la Syrie est une dimension stratégique de l'Algérie. C'est faux. Elle ne peut pas être une dimension stratégique. Notre dimension stratégique, c'est le Maghreb et le Sahel. Donc ou bien la Méditerranée de l'Ouest. Lorsqu'il s'agit de l'Algérie, on l'a vu, il y a toujours une propagande qui est lancée dans les médias français. Il faudrait revoir à quel point l'ignorance devient un édito. C'est ça ce qui est étonnant. D'une insoutenable légèreté. Quand on le dit, on se dit, mais est-ce que c'est le point? Gamal Abina, si vous voulez justement réagir à tout ce que viennent de dire mes deux invités sur le plateau. Bon, il est à noter que sur le point officie un certain Kamel Daoud. Ça donne un peu le niveau du torchon. Pour être plus sérieux, les journaux d'information, ils sont de plus en plus rares en France. Il y en a, il reste des médias à part et autres. Mais j'ai envie de dire simplement que par rapport à ces questions, effectivement, le fait de vouloir accoler à l'Algérie, la Syrie, en faisant croire qu'il y aura un effet domino, ce qui est complètement ridicule. On a un point commun avec la Syrie, c'est le fond du refus. On n'a pas un point commun avec la Syrie en matière de négation d'humanité, entre guillemets, des opposants. Mais par contre, la question palestinienne est centrale pour les deux pays. L'Algérie s'inscrit dans une logique de soutien à des régimes qui sont antisionistes. Elle ne regarde pas les affaires intérieures et elle a bien raison là-dessus. Si on devait regarder les affaires intérieures de chaque pays, on serait un petit peu choqué de ce qui se passe, par exemple, en Arabie. Mais moi, j'ai envie de dire simplement, les attentats sur faux drapeaux, c'est quelque chose de très connu, le false flag. Il y a aussi beaucoup d'instrumentalisation idéologique, on nourrit les gens de mensonges et d'idéologie et on réussit à les transformer. Alors c'est sur un terreau de misère, c'est vrai, mais pas nécessairement.
La question, par exemple, de ce qui s'est passé avec Ben Laden, c'était un milliardaire qui a quand même pris fait et cause pour une cause qui n'était pas forcément la meilleure. Et à l'époque, c'était un freedom fighter, un combattant des libertés. Donc c'est important de rappeler une chose, moi j'ai envie de dire, de vraiment d'attirer l'attention sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure par le directeur d'El Moudjahid, très justement, en parlant des anciens ambassadeurs de France. C'est vrai que très souvent c'est des produits issus des renseignements, des agents, enfin des gens qui ont l'habitude d'avoir un rapport assez peu diplomatique. Or il se trouve que j'ai eu la chance, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, de rencontrer M. Xavier Driancourt, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris, avant qu'il soit à nouveau nommé à Alger. Et on se rend compte que ce monsieur, que je qualifierais, alors j'utilise le terme à dessein, parce que ça a du sens, de sombre imbécile, voilà, c'est le terme exact, et je l'assume totalement, parce qu'il n'aura pas le courage de venir me parler là-dessus, eh bien ce monsieur est nommé 2 fois en Algérie, comme par hasard à l'époque de Sarkozy et après, alors que c'est un enfant clairement de l'extrême droite. Il a rejoint le Front National, enfin Rassemblement National, il l'a rejoint après, il est sorti du bois, et maintenant on voit que c'est un haineux qui est caractéristique, qui parle avec une voix basse, il n'y a pas de problème, mais qui vomit un torrent de haine tellement impressionnant qu'on pourrait même en penser que ce serait un tsunami de bêtises. Et donc cet homme vous raconte n'importe quoi parce qu'il est peu éduqué et pas beaucoup d'intelligence et il ne connaît pas ses dossiers manifestement. Il n'a rien d'un diplomate, c'était juste un agent placé et un agent dormant de l'extrême droite. Donc moi je pense que quand la France, si elle choisit ces gens qui doivent les représenter à l'étranger, choisit aussi mal ses représentants dans un pays aussi stratégique que l'Algérie, on doit s'interroger sur la qualité de la décision politique. Et donc c'est vrai que par rapport à la question de l'effet domino, si on a dû s'interroger, pour revenir à ce sujet, sur l'effet domino, d'abord c'est assez idiot parce que ça a été dit à l'instant, il y a un rapport stratégique, on n'est pas dedans avec la Syrie évidemment. Ensuite c'est pas le même PIB, c'est pas les mêmes ennemis à la frontière, c'est pas la même puissance, c'est pas comparable, mais surtout si on avait dû s'inquiéter, alors je ne m'inquiétais pas pour ça, c'était en 2011 quand ces pseudo-révolutions arabes, même si en Tunisie c'était plus ou moins vrai, en Égypte c'est vrai mais après ça s'est arrêté, quand elles sont arrivées pour balayer les républiques uniquement, eh bien l'Algérie aurait dû s'inquiéter de la Libye. On a soutenu la famille de Kadhafi, il ne faut pas l'oublier. On a soutenu l'indépendance de la Libye. On considère qu'elle doit rester intègre, c'est ce que les autres ne veulent pas. Et on est toujours dans une position où la Libye peut être une inquiétude. L'effet domino, c'était la Libye, c'est pas la Syrie. Donc déjà, à tout point de vue, l'analyse, évidemment, est idiote. Enfin bon, le point, c'est pas non plus des lumières. Mais quand on recrute Kamel Daoud, de toute façon, il ne faut pas être très élevé intellectuellement. Mais il est certain qu'ils sont dans une posture offensive et en aucun cas une posture de journaliste. Justement, Gamal Abina, selon vous, pourquoi maintenant? Je reviens à la question du timing. Alors le timing est intéressant parce que M. Macron, on en dit du bien du mal. Bon, sur le plan national et intérieur, c'est pas vraiment extraordinaire ce qu'il fait. En revanche, sur le plan de la relation internationale, même s'il fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, il avait vraiment une intention de se rapprocher de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on sentait bien, d'ailleurs, c'est M. Tebboune qui le disait très bien, que M. Macron essayait de faire des efforts. Il en a fait beaucoup. Il reculait parfois, mais il a quand même une relation qui voulait assez On va poser bien. la question à Brahim Takharout. C'est une très grande question. Vous l'avez d'ailleurs posée au début de l'émission. Maintenant, effectivement, bon, pourquoi maintenant pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que il y a un contexte international, un contexte mondial qui s'y prête, mais aussi, moi je me pose la question aussi, est-ce que ce n'est pas lié à des problèmes internes de ce service de renseignement de la DGSE? Oui. Est-ce que le rapport des services de renseignement sont bons avec le nouveau Premier ministre, parce que n'oublions pas qu'il y a une crise larvée, enfin larvée, il est là, et ils la vivent chaque jour, une crise politique en France. Quel est le rapport entre ce service de renseignement, le patron des services de renseignement, et le nouveau Premier ministre? Je me pose la question. Oui. Ensuite, la DGSE est en pleine recomposition. Ils sont en train de se refaire. Je crois même qu'ils vont changer de siège. Ils vont construire un immense siège de 1,3 milliard d'euros. C'est immense pour un siège. Ensuite, ils étaient en pleine ascension, en plein redéploiement pour effacer un peu le passé sulfureux des années 90-2000. Pour faire oublier la débâcle de l'affaire des sous-marins en Australie. Oui. Ils étaient décriés en Ukraine. Ils n'ont rien vu venir dans les coups d'État au Sahel, et puis la France qui est chassée du Sahel. Oui. Et cette affaire d'Alger, je pense qu'elle vient un petit peu finir
un long processus pour ces services de renseignement. Je n'écarte pas l'hypothèse de voir beaucoup de changements. Là, c'est des supputations, c'est des hypothèses, des changements au sein même de ces services de renseignement qui sont complètement à côté de la plaque, même si ils disent que c'est pour l'intérêt de la France, ils sont là à veiller à l'intérêt de la France, mais avec des échecs patents pareils, je crois qu'ils ont terminé, ils ont mordu la poursuite. Après, bien faux, c'est un peu la guerre d'Algérie, qui viennent de connaître un peu leur fin ici en Algérie, ils se sont fait attraper d'une façon spectaculaire. Absolument, et ce plan a été déjoué. Ils ne le reconnaîtront jamais. Oui, ce plan a été déjoué, Kamal Mensari, tout récemment, mais la DGSE est à la manœuvre depuis plusieurs années, avec ce fameux Mohamed Amin Aïssaoui. Pas seulement en Algérie. Pas en Algérie. Mais en Algérie, pourquoi? Parce qu'il y a déjà une certaine démographie qui l'arrange, c'est-à-dire beaucoup d'Algériens de France, en France, et beaucoup. Et la langue joue aussi. Et puis les rapprochements, amadouer les gens avec des visas, ça devient vraiment quelque chose de très facile. Bien évidemment, ce qui se produit aujourd'hui, pourquoi? Donc on est en train de te dire pourquoi. Pourquoi l'Algérie? Pourquoi? Bien qu'il y ait des accords. C'est-à-dire tout à l'heure, Brahim disait que c'est de bonne guerre. Non. Il y a des accords de coopération sécuritaire entre nous et la France. Lorsqu'il s'agit du Sahel, oui. Non, même la coopération bilatérale. Donc vous ne pouvez pas trahir, vous êtes tenu à respecter ces accords. Oui. Ces accords-là ont été signés en 97, 98, renouvelés en 2002. Et puis, tout récemment, lorsque le président Macron était venu en Algérie, en 2017, l'accord englobe tout, l'aspect sécuritaire. Oui. Il y a des formations qui se font entre nous et la France sur le plan des formations de militaires, formations de policiers. Donc, il y a cette coopération qui existe, elle est encadrée. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a au-delà des frictions, un état profond, c'est-à-dire qu'il y a un lobby qui contrarie ça, qui travaille contre cette volonté de rapprochement souhaité au plus haut sommet des deux pays. Donc nous avons affaire à un lobby ou un cercle, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite ou d'extrême droite, mais on est en train de constater qu'il y a au sein des services de renseignement français une équipe, un clan ou un lobby qui est en train de tout faire pour déstabiliser. Maintenant, si on va aller plus loin, posons la question, disons que ce n'est pas idéologique, que ça n'obéit pas à des tensions, à des obédiences idéologiques, ni à une promotion idéologique, et que c'est vraiment tous les services qui le font. On doit aller voir ce qui se passe dans la région. Pourquoi la France s'intéresse-t-elle à déstabiliser l'Algérie? Alors qu'il y a d'autres pays qui sont déstabilisés, dans lesquels elle peut manœuvrer facilement. En Libye, où elle a fait beaucoup de mal. En Niger, ou ailleurs. Donc, il y a une fixation Algérie. Oui, je vous ai dit, la question de la démographie, le rapprochement linguistique et cette histoire entre les deux pays rend probablement le travail facile et met beaucoup de gens dans une vulnérabilité. Aujourd'hui, quelle est la question à laquelle on fait face aujourd'hui? Avec ce qui se passe en Syrie, nous avons déjà 300 terroristes algériens, appelez-les comme vous voulez, qui ont été libérés des prisons. Où est-ce qu'ils vont, ces personnes-là? Donc la France, elle a les dossiers de tout le monde. Elle a les fiches de tous les terroristes qui sont partis de France, d'origine algérienne ou d'origine marocaine ou d'origine. Toute l'Europe, elle a fourni des terroristes au HTS. Donc la France, toute l'Europe, elle a été pourvoyeuse en terroristes. Donc celle qui est en train de prétendre qu'elle lutte contre le terrorisme, elle est en train de l'alimenter. De cette façon-là, justement, déstabiliser la Syrie. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des terroristes qui sont rentrés en Libye. Ils sont entrés dans la région du Sahel et probablement vont essayer de revenir en Algérie parce que si demain tous ces combattants-là, dits islamistes, seront demain éjectés de la Syrie, ils ont bien un terre d'accueil qui va les aider, ce sera bien l'Algérie. Donc comme la France, elle connaît, et lorsqu'elle s'est intéressée à quoi? Dans le reportage, dans l'enquête, elle s'est intéressée à des islamistes dormants, cellules dormantes, ou bien à des éléments qui peuvent passibles de passer à l'action ou d'accéder
à son plan. Donc dans des quartiers populaires. Et quand on revient à l'histoire de ce qui s'est passé en Algérie, on a vu qu'il y avait certains quartiers en Algérie, heureusement aujourd'hui ils ne le sont plus. Mais comme la France croit que ces quartiers-là sont les mêmes, qu'il y a la même démographie, Bab el Oued, El Harrach et tout, sont des quartiers à obédience islamiste alors que c'est faux. Donc ce n'est plus le cas, donc Alger n'est plus la même, ce n'est plus Alger des années 90 et la mentalité a changé et surtout la vigilance a changé. Lorsqu'il y a eu le Hirak, il a été pacifiste, donc il n'y a pas eu de débordement. Donc même s'il il est constitutionnalisé pour démontrer que l'Algérien n'ira pas vers les actes de violence et que la France ou la DGSE est en train de tabler sur quelque chose de farfelu. Alors, pour conclure, messieurs, j'aimerais revenir sur cet exploit qui est important, celui réalisé par nos services de sécurité, les services de sécurité algériens Gamal Abina, et les services secrets algériens ont donc déjoué un plan fomenté par la DGSE. Donc, il ne faut pas que les Français oublient que l'Algérie est souveraine. Il ne faut pas qu'ils l'oublient, mais moi, je vais quand même répondre de façon claire à votre question tout à l'heure. Pourquoi maintenant? C'est important de le rappeler. D'abord parce que l'Algérie s'est opposée souvent à la France sur Sahel. Brièvement, Gamal Abina. Oui, très rapidement. Pas de Sahel, ils ne veulent pas entendre parler de Sahel, ils ne veulent pas l'intervention française. Ils sont opposés avec l'intervention au Niger, parce que les bases françaises sont parties. Donc toutes ces raisons-là font qu'il y a un ressenti très négatif. Ensuite, pour ce qui concerne les services algériens, effectivement, c'est des services qui sont aguerris. On a eu les années 90-2000. Aujourd'hui, ils savent travailler, ils font le boulot, l'armée est solide aussi. Donc c'est un pays qui a quand même des structures efficaces. Et ça, c'est quelque chose que les Français n'attendaient pas. Après, je dirais simplement qu'effectivement, aujourd'hui, il faut rester vigilant. Le peuple algérien a une maturité qu'il n'avait pas avant. Le Hirak s'est passé de façon extraordinaire, une vraie leçon à donner. Et l'Algérie s'enorgueillit de pouvoir dire que son peuple est devenu un et indivisible. Oui. Brahim Takharoud. Moi, juste une petite précision, cher confrère. Je n'ai pas dit, oui, c'est important de le préciser, je n'ai pas dit que c'est de bonne guerre, j'ai dit qu'ils sont dans le rôle. Nous, on ne nous attend pas à ce qu'ils viennent nous offrir du chocolat ou de Noël. Non, ils sont là, ils sont dans le rôle. C'est à nous d'être vigilants et nous sommes et nous serons vigilants. Oui. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à fait au début, oui. C'est que nous ne nous plaçons pas, à mon avis, il ne faut pas se placer dans une position de victime, ils nous ont attaqués. Non, 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 non. Nous nous plaçons dans une position victorieuse, oui. Pas d'égal à égal dans cette bataille, on l'a gagnée. Oui. Nous devons célébrer cette victoire, nous devons saluer nos services de sécurité, c'est une victoire très importante, aussi bien pour le peuple, c'est très important, c'est important de rassurer le peuple, de leur dire, mais voilà, on est menacé, il y a des menaces contre nous, mais il y a aussi des gens qui veillent à la sécurité, ils le font bien, ils font très bien leur job, c'est des choses qu'il faut saluer. Il faut aussi savoir saluer les victoires. Et c'est une victoire qu'il faut crier. C'est un message non seulement aux Français, mais pour tous les services de renseignement dans le monde. Donc vous savez, comme je vous l'ai dit, donc, il y a des accords de coopération. Si on les viole, ça veut dire que c'est un État qui n'est pas fiable. Quand je dis État, dans le sens où les services de renseignement français, on ne peut plus coopérer avec eux, ce qu'ils vous font ça. Donc ce qui est présume quoi? Ça préfigure qu'il y a une tension qui va se poursuivre entre Alger et Paris. Oui. Donc il y a, cette tension-là va peut-être ne pas finir dans l'immédiat. Oui. Ce qui est important est que dans le climat de tension qui nous unit, enfin qui dit l'Algérie, il y a lieu de faire preuve de vigilance, certes, mais en même temps ne pas être simplement dans la défensive. Nous ne sommes pas des pays, nous ne sommes pas un État qui est agressif, donc nous ne gérons pas dans les affaires des autres pays, mais toujours est-il que dans Gamal Moussari, il faudrait aussi souligner le poids de la menace qui pèse sur l'Algérie, et les Algériens devraient être conscients. Non seulement, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons les mécanismes, nous avons des services qui sont formés dans tous les niveaux, donc c'est important de le souligner, et en même temps, il faudrait parler en français, leur dire soit vous arrêtez ces manœuvres, soit ça va être une rupture totale. Donc, l'Algérie a réagi via donc, le ministère des Affaires étrangères. Merci donc messieurs pour vos éclairages sur cette question. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Canal Algérie.